Chers amis, chers abonnés, chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, sommes-nous tous dépendants de quelque chose, une activité ou une substance, ou de quelqu'un? Vous pensez bien qu'en règle générale, quand une question comme celle-là est posée, elle induit déjà non seulement une ébauche de réponse, mais plutôt une réponse frappée du sceau de la véracité. N'oubliez pas qu'à la base, nous sommes le pur produit de la dépendance, puisque le nourrisson, ce qui peut sembler normal, est totalement dépendant des bons soins qu'il reçoit, notamment de sa mère, mais ça peut être de son père, ça peut être la grand-mère, ça peut être tout un tas de personnes. Enfin, pas 150 000 non plus. Donc l'enfant, le nourrisson, est dépendant de ça. Il est dépendant de l'autre. Vous pensez bien qu'on ne peut pas être dans la vie, dans une phase aussi longue, soit-elle nourrisson, jusqu'à 3 ans, puis ensuite petit enfant, donc toujours dépendant, un petit peu moins, mais toujours dépendant. Vous pensez bien que cette structure, cette notion de base, c'est la base. Cette notion de base ne peut pas disparaître. Ça a été tellement ancré, c'est tellement le début de notre existence que ça ne peut pas disparaître. Ça va évoluer, ça va prétendre à évoluer d'ailleurs. Parce que si on regarde bien, l'être humain de 0 à 6 ans, si on ne lui demande pas de faire des efforts, il ne les fera pas de lui-même, je vous le dis tout de suite. C'est donc pour l'autre qu'on accepte de faire un certain nombre d'efforts, pour plaire à l'autre. Les efforts pour soi-même, c'est pas toujours évident, chez l'être humain, dans la nature humaine. Donc, cette structure de dépendance dans laquelle on grandit, laisse des traces. Voilà pourquoi, quand vous tombez amoureux ou amoureuse, bien après, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, 50 ans plus tard, 70 ans plus tard, se remet en place une forme de dépendance à l'objet d'amour, puisque c'est une mécanique ancrée. Elle évolue, on a des outils en tant qu'adultes qui peuvent la faire évoluer, la gérer ou la canaliser, et bien croyez-moi, c'est pas si simple que ça. L'être humain, dans sa définition stricte, ne peut pas s'auto-déterminer seul. Il est toujours plus ou moins le fruit de l'action, de la pensée de quelqu'un d'autre. De ses parents préalablement, d'un certain nombre de gens qui l'entourent, de ses collègues de travail, d'un état d'esprit professionnel, d'une société. Un être humain ne s'auto-détermine pas ou peu, il est toujours le fruit d'une influence. Souvent favorable fort heureusement, mais parfois défavorable. Il est le révélateur de ce que l'on a déposé sur lui. Donc ce phénomène de dépendance, finalement, en lien avec cette description de ce qu'est un être humain, pourrait avoir une forme de logique. Le souci de la dépendance ou de l'addiction, c'est qu'on lui a donné une vision péjorative. C'est-à-dire que tout de suite on lui associe l'image de la dépendance à une substance, bien évidemment, et à des attitudes déviantes que cette substance est capable de générer. Il y a une vision péjorative à ce mot de dépendance et à ce mot potentiellement d'addiction. Le terme clinique plus élaboré que la dépendance, mais l'addiction n'est qu'après tout qu'une ou plusieurs dépendances à une substance, une attitude, un comportement ou une personne ou des personnes. Cette intervention, elle va prétendre finalement se détacher un petit peu, prendre un peu de distance ou créer des écarts, comme Freud savait si bien le faire il y a de très nombreuses années, créer un écart, apprendre à regarder les choses différemment, avec un prisme différent. L'addiction, la dépendance n'est peut-être pas forcément quelque chose d'aussi péjoratif que ça. L'être humain, indépendamment de son autodéterminisme dont on parlait tout à l'heure, de cette notion d'autodéterminisme, qu'il ne parvient pas à obtenir par lui-même, il est maître de ses actions, bien évidemment, mais elles sont le fruit d'une inspiration, d'une influence. Et cette influence est incarnée par des personnes. Donc il y a bien un lien à l'autre. L'être humain, il vit une existence de sa naissance jusqu'à sa mort, je ne vous apprends rien,
qui n'est jamais une existence simple. Ça n'existe pas une existence simple. Même le mot simple, je ne sais même pas pourquoi il existe. Donc il va y avoir des moments difficiles, des périodes difficiles, des traces, des blessures, des souvenirs, des traumatismes. Tout le monde passe par des périodes plus ou moins compliquées. Ça laisse des traces. Ça crée des espaces, du vide, du manque, de l'absence, du questionnement, des interrogations, des choses parfois extrêmement lourdes, prégnantes, plombantes. L'être humain, affronter tout ça, au quotidien, c'est pas si simple. C'est tout sauf simple, c'est plutôt même très dur. Dans la logique, cette mécanique de la dépendance peut tout à fait se mettre en œuvre. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle viendrait compenser, tenter d'équilibrer, rééquilibrer, faire basculer, faire oublier, faire glisser tout ce qui peut être pénible pour l'être humain dans son quotidien. Donc cette notion de dépendance, attention à ce de quoi il s'agit, pourrait avoir finalement une utilité. Quand on fait de la clinique, on ne juge pas, on cherche à comprendre. La société juge ce qui est bien et ce qui est mal. En psy, on essaye de se détacher de cela, on connaît les règles de la société fort heureusement, mais on cherche surtout à comprendre le sens que peuvent avoir les choses pour une personne, et particulièrement pour une personne qui souffre. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne, non, on tente d'expliquer le sens que ça peut avoir. Ça ne veut pas dire qu'il y a cautionnement. La dépendance à une attitude, une substance ou une personne, on peut le regarder de manière positive ou négative, mais on peut surtout le regarder de manière clinique, ça a du sens. C'est utile pour la personne qui dépend de quelque chose, d'une activité ou de quelqu'un. Pour ne pas dire des trois. C'est la question du sens qui m'intéresse dans cette intervention, c'est pas la question du jugement. Qu'est-ce qu'on fait avec un jugement? D'abord, le jugement, on va le laisser au juge. On va le laisser à la société qui va appliquer un certain nombre de règles. En clinique, on cherche à comprendre le sens. C'est la question du sens. Il y a plusieurs types de dépendance. Des bonnes, des moins bonnes. Il y a plusieurs types de conséquences à la dépendance. Il y a plusieurs types de dérives en lien avec la dépendance. L'être humain, quand il est dépendant, il cherche à améliorer sa survivance. Il cherche un certain état d'homéostasie, de tranquillité avec lui-même, de paix avec lui-même, fût-elle momentanée, cette paix avec soi-même. Et l'objet de l'addiction, du comportement, la personne, est un moyen de créer, de se rapprocher, de tenter de créer une certaine homéostasie, une certaine tranquillité. Parce que la vie n'est pas simple. La dépendance, ça ne se juge pas, ça se comprend. Il y a des dépendances qui génèrent des conséquences très lourdes. Il y a des dépendances utiles. Oui, la dépendance peut avoir son utilité. Elle prétend à avoir de l'utilité pour la personne qui la met en place. La dépendance, c'est quoi? L'addiction, c'est quoi? C'est un comportement récurrent, permanent, fixe, incontournable, impossible, du moins avec une immense difficulté, de ne pas le mettre en œuvre. Ça s'impose, et c'est au quotidien que ça se passe. C'est la définition de la dépendance et de l'addiction. Que ça soit une personne, que ça soit une activité, ou que ça soit une substance. Parce que ça apporte quelque chose, et seule cette substance, cette activité, et ce qui en découle, et éventuellement la présence de cette personne, d'une personne ou plusieurs personnes, fait qu'il y a cet état momentané, bien évidemment, d'apaisement. La quête de l'objet d'addiction, c'est une quête de recherche de bien-être, de mieux-être, pour compenser quelque chose.
Certes, c'est un bien-être totalement superfétatoire, parce que c'est un bien-être qui repose sur autre chose que l'être humain lui-même. Puisque l'être humain ne parvient pas à trouver cette homéostasie, cette tranquillité, cette paix avec lui-même, il va avoir besoin d'un substitut, consciemment ou inconsciemment, dans une recherche de bien-être. C'est pas pour détruire quoi que ce soit ou qui que ce soit, à la base que c'est fait. Ça peut devenir destructeur, mais à la base, c'est fait pour chercher un état de bien-être. Une compensation. C'est une béquille, si vous préférez, cette image-là. Bien évidemment, cette recherche de bien-être avec soi-même peut générer de la difficulté. Dans la quête de l'objet, dans l'obtention de la jouissance en lien avec l'objet, mais surtout dans le fait qu'à un moment donné, ça retombe. C'est une jouissance momentanée. C'est un profit momentané. C'est un état comblé momentané. Ça ne peut pas durer. Donc, ça recommence. Puisque c'est cet objet-là, cette activité-là, ou cette personne-là qui faisait en sorte que j'étais bien, eh bien il me faut de nouveau la personne, l'activité, l'objet ou la substance. Vous saisissez la mécanique. Et c'est un cercle absolument infernal. Certaines addictions ont des effets néfastes, dépenses d'argent énormes, plaintes de la famille, troubles du comportement, peu importe, ça dépend effectivement de quel est l'objet, non seulement de consommation, mais l'objet d'activité ou l'objet, la personne, puisqu'il y a des gens qui sont dépendants d'une autre personne et que forcément ça leur fait avoir des comportements qu'il n'est pas souhaitable d'avoir. De jalousie, possessivité, crise intempestive, mal-être, angoisse, peur de perdre l'autre, et ainsi de suite. Dépenses d'argent pour ceux qui jouent, qui vont au casino, qui passent leur temps au PMU, et ainsi de suite, voilà. Et pour ceux qui ont des attitudes de consommation, quelles qu'elles soient, effectivement tout ça a des effets pervers qui font que ça plonge, ça replonge, et après le bien-être, finalement, c'est le mal-être qui se remet en place. Cette problématique de la dépendance, il semblerait que nous soyons tous dépendants de quelque chose, d'une activité ou de quelqu'un. Quelque chose, ça peut être un objet. Ça peut être le téléphone portable. On a créé des générations depuis 10 ans d'addicts au téléphone. Il y a beaucoup de gens qui sont addicts au téléphone, mais non, ils ne sont pas addicts. J'ai besoin de mon téléphone, je m'en sers toutes les 25 secondes. Mais je ne suis pas addict du tout. C'est pas ça l'addiction. L'addiction, tu comprends, c'est un truc péjoratif. Être sur mon téléphone toute la journée, c'est pas péjoratif. J'ai jamais dit que c'était péjoratif, mais ça questionne. Et ça peut poser problème à l'entourage de ceux qui constatent que la personne est toujours toutes les 25 secondes sur son téléphone. Cette question de la dépendance et de l'addiction, ça vient questionner quelque chose qui est un rapport étroit chez l'être humain entre le besoin et le désir. Ce qui est de l'ordre du besoin, boire, manger, on ne peut pas s'en passer, dormir, on ne peut pas s'en passer, ce sont des besoins. Soulager des choses, aller aux toilettes, ainsi de suite, tout ça est de l'ordre du besoin. On ne peut pas s'en passer. C'est vital. C'est un besoin. Tant qu'on est dans le besoin, on est face à quelque chose qui s'impose. Mais néanmoins, et vous verrez que les objets d'addiction, les attitudes, les objets, le rapport aux personnes, bien que le rapport aux personnes vient s'inscrire finalement, vient s'intercaler entre les deux, serait plutôt du côté du désir. On désire aller jouer au PMU, on désire aller au casino, on désire être proche de telle ou telle personne, on désire consommer une substance, mais à la base, ces substances, cette activité, cette personne ne faisait pas partie des besoins et des éléments fondamentaux de notre existence. Cette clinique de l'addiction, elle vient questionner ce rapport besoin-désir. Le besoin, ça ne se questionne pas, c'est fondamental. On ne peut pas faire sans. On est obligé de faire avec, si vous voulez le voir d'une autre manière. Le désir, ce n'est pas parce qu'on désire quelque chose qu'on va forcément l'obtenir.
c'est une autre gestion, c'est un autre mécanisme. Le désir, on peut désirer des choses qui bien souvent ne font pas partie des besoins. Ça ne s'impose pas, ce n'est pas capital. Le souci dans la clinique de l'addiction, je suis obligé de résumer un petit peu les choses et de les vulgariser pour favoriser votre compréhension des choses. L'addiction, l'objet d'addiction, une attitude, une substance, une personne, d'un désir de consommer la substance, de pratiquer une activité ou d'être proche, trop proche d'une personne, fait que c'est un désir qui devient un besoin, une nécessité. Alors qu'à la base, cette pratique, cette substance, cette personne ne faisait pas partie des besoins. Devenant besoin, étant à la base un désir de consommer, de faire, d'être proche d'une personne, et finalement finissant par s'inscrire du côté du besoin, donc de l'incontournable, il ne faut pas s'étonner que la clinique de l'addict soit organisée par la consommation journalière d'une activité, d'un objet, d'une substance ou d'une personne. Le désir est devenu besoin, nécessité, obligation. S'il n'y a pas ce besoin, qui est réparé par la présence de l'objet, il y a phénomène de décompensation d'une certaine manière, mal-être, souffrance, vide, manque et tout ce qui s'ensuit. Donc la clinique de l'addict, c'est de courir derrière quelque chose ou quelqu'un, il me faut, façon de parler, ma dose. Je ne serai bien que quand j'aurai ma dose. Et dès que ma dose ne fera plus effet, je vais courir derrière le fait de retrouver ma dose, pour retrouver l'état de bien-être que me procurait la substance, l'activité ou la présence de la personne. Le problème, c'est que la personne en elle-même, quand elle est privée de la substance, de la pratique, elle pète les plombs, c'est le cas de le dire, et elle a un mal fou à organiser, agencer son existence sans l'objet. C'est le problème du sevrage. Comment faire sans ? Puisque cet objet, cette personne, cette activité comblait un tout, ou en partie, était un régulateur de mon existence, c'était une béquille. Demandez-lui de réapprendre de marcher, tout simplement, ce qu'il faisait initialement, mais ce qu'il ne sait plus faire. Parce qu'il n'a plus de béquille. Et qui va vous dire, sans béquille, je ne marche pas, je ne peux pas marcher. Il ne conçoit, c'est pas qu'il ne veut pas, il ne conçoit plus de pouvoir marcher sans béquille. Il est fondamentalement, l'être humain est fondamentalement persuadé que c'est grâce à la béquille qu'il peut avancer. Il n'a pas autre chose en tête. Sans la béquille, je ne peux pas avancer. C'est une certitude chez lui. C'est devenu une certitude. La béquille est devenue une troisième jambe, si vous allez par là. Belle métaphore. Cette béquille, cet objet, cette notion est devenue effectivement ce qui me permet d'avancer, de supporter quelque chose. J'ai plus ça, j'ai plus l'objet, la personne ou l'activité, je ne peux pas avancer. C'est une croyance, mais c'est une croyance qui repose sur des éléments extrêmement forts, qui justement a fait que cette chose-là, la raison de l'addiction, la raison de la dépendance, est devenue nécessité, est devenue un besoin viscéral, obligatoire, à satisfaire. Si c'est pas satisfait, l'être humain est bloqué. L'indice principal, pour saisir au plus près la clinique de l'addiction, c'est la question du déni. À partir du moment où quelqu'un reconnaît qu'il est addict à quelque chose, qu'il est dépendant à quelque chose, c'est très intéressant. Parce que son état de conscience va lui permettre de travailler là-dessus. Et de comprendre pourquoi, effectivement, la personne, elle est dépendante de cette activité, cette substance ou de cette personne. C'est pas parce qu'on comprend que ça y est, c'est réglé. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Quelqu'un qui reconnaît qu'il est dépendant, il y a quelque chose à faire. Le problème de la clinique de l'addiction et de la dépendance, c'est que bien souvent, les personnes sont dans le déni. Non, ben non, je suis pas alcoolique, ben non, je suis pas dépendant de la drogue, mais non, je suis pas dépendant du PMU, mais non, j'ai pas besoin d'aller au jeu tous les jours, mais non, mais j'y vais quand même. Mais je suis pas dépendant, mais j'y vais parce que j'ai que ça à faire, et ainsi de suite. Il y a cette forme de déni. Mais non, je fais pas la misère à ma nana ou à mon mec parce que je suis dépendant affectif. Mais non, il y a pas de tout ça. Non, je suis pas dépendant. Et le déni est bien souvent l'indice numéro 1 de la dépendance et de l'addiction.
À partir du moment où quelqu'un reconnaît quelque chose, déjà c'est pas mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans la dépendance, hein. Non, il peut être dedans, mais il a déjà un écart, il a réussi à créer un écart déjà. Il y a un état de conscience, on peut travailler là-dessus. Bien souvent, chez les addicts, non, je ne suis pas addict. Vous allez regarder cette vidéo, c'est pas la question de vous affoler, vous allez regarder cette vidéo en disant « Ah ouais, c'est intéressant ce qu'il raconte, enfin j'espère quand même, mais non, moi ça va, je suis pas addict. » Ben regardez bien, ou même en regardant bien, vous savez, c'est comme vous lisez, vous écrivez une dictée, si vous connaissez pas les mots, on vous dit « Tiens, corrigez vos fautes. » Ben vous allez corriger vos fautes, mais vous allez corriger vos fautes en fonction du regard que vous portez dessus, avec le bagage, avec ce que vous connaissez de la langue française, de ce que vous maîtrisez. Donc vous allez estimer qu'il n'y a pas de faute. Mais quelqu'un d'autre, beaucoup plus habilité que vous, va regarder, va dire « Bah si, il y a des fautes. » Vous voyez ce que je veux dire? La relecture que vous faites de votre existence, vous la faites avec vos outils. Qui vous dit que vos outils vous permettent de voir et d'évaluer qu'effectivement il y a bien une forme, plus qu'une forme, de dépendance à quelqu'un, un objet ou une activité? Qui peut se targuer d'être totalement dégagé, c'est-à-dire d'avoir une formidable gestion de toutes les activités qu'il peut avoir, de toutes les personnes qu'il côtoie, quelles qu'elles soient? Peu de gens peuvent se targuer de ça, de cette autonomie-là. Très peu. L'addiction, on l'a vu tout à l'heure, c'est un besoin à soulager. Par la présence d'une personne, et la tyrannie que ça peut générer sur cette personne-là, par une activité répétée, ou par une consommation à une substance, quelle qu'elle soit, c'est pas ce qui manque. À partir du moment où renoncer à un désir est devenu infernal dans votre existence, c'est que ce désir est devenu un besoin. Et donc ça s'impose. Et là, vous maîtrisez beaucoup moins. Il y a toujours la possibilité de récupérer la main, mais c'est beaucoup plus compliqué. Une fois que les gens reconnaissent qu'ils sont dépendants, forcément le premier réflexe c'est « je veux m'en débarrasser tout de suite ». Oui, non mais c'est pas si simple. Il y a de l'idée, c'est bien, il y a du projet. C'est pas si simple. C'est de l'étape par étape, c'est au coup par coup. Voilà, ça se fait de manière progressive. Il n'est peut-être pas forcément question d'arrêter tout d'un coup, parce que plus les gens vont se passer de la chose, plus ça risque de les travailler et ils risquent de s'y replonger plus rapidement et plus intensément et plus violemment qu'avant. Donc, attention à ce genre de phénomène, c'est bien souvent ce qui arrive. Les gens font un sevrage, du moins ils essayent, et puis à la limite, ils se privent, et c'est en se privant, je ne dis pas qu'il faut foncer, qu'il faut y aller et consommer, hein, on est bien d'accord, mais c'est en se privant, qu'ils finissent par ne penser plus qu'à ça, être aliénés par ça, par l'objet, l'activité, la personne, et ils y retournent. Regardez l'histoire de mon ex, hein, mon ex me manque une analyse clinique d'un mécanisme de l'addiction. Plus votre ex vous manque, plus vous avez envie de le retrouver. Plus vous vous dites, allez, j'arrête d'y penser, plus vous y pensez. Vous voyez cette logique de l'ex? Ça fait appel à un mécanisme d'addiction. La clinique du manque, la clinique du vide, la clinique de l'absence. L'enfant, quand sa mère n'est pas là, il va avoir une activité. Il va surinvestir quelque chose. Ça peut être sucer son pouce, ça peut être regarder la télé, ça peut être fixer la fenêtre, ça peut être peu importe. Il va surinvestir une activité, en compensation du manque. C'est ce qui peut nous éviter de basculer dans des choses beaucoup plus complexes, dans des traumas beaucoup plus complexes. Ça peut nous permettre de faire effet un peu bascule, effet maintien, la compensation à l'absence de quelqu'un ou de quelque chose, ou la lutte contre une situation trop lourde, peut nous permettre de faire effet, peut-être pas bascule, mais effet d'équilibre. D'où effectivement le rapport aux gens, aux choses, aux activités. Il faut surtout, en matière d'addiction et de dépendance, tenter de comprendre le sens que ça peut avoir. Ça s'inscrit forcément, ça a une logique, ça s'inscrit dans notre histoire. On n'est pas addict et dépendant à quelque chose, ça dépend de l'intensité, chers amis, chers abonnés, chers collègues, ça dépend de l'intensité. Si c'est pas trop intense, ça va, ça ne dérange personne. Le problème, c'est que l'addiction, bien souvent, elle a des effets péjoratifs. Non seulement l'activité en elle-même, elle est ce qu'elle est, la consommation, ou le rapport à une personne, il est ce qu'il est, mais il y a des plaintes. La famille se plaint, votre banquier vous téléphone parce qu'il n'y a plus de pognon. Votre femme se plaint de votre comportement, votre tyrannie commence à fatiguer tout le monde, et ainsi de suite. Votre état de consommation de je ne sais pas quoi, je ne sais pas quelle chose, vous fait avoir un comportement que vous n'auriez pas si vous ne consommez pas autant. Il y a toujours des plaintes de gens qui vous entourent.
Et c'est pas toujours la personne qui en souffre, puisqu'elle est dans le déni, on est bien d'accord. Donc c'est quand même difficile de dire, oui, je bois trop, je consomme trop, machin. On entend ce discours-là, mais c'est pas cette personne-là qui s'en plaint le plus, puisqu'à la limite, elle est dans un besoin, il n'y a pas de... Voilà, c'est un cercle infernal. Ce sont bien souvent les collatéraux qui viennent dire, dis donc, c'est quoi ce bordel? Avec les risques d'une femme qui s'en va, des enfants qui tournent le dos à un parent, ainsi de suite, des compagnons qui se quittent, rupture professionnelle, arrêt maladie intempestif, dépenses d'argent, le banquier qui téléphone, enfin bref, rupture bancaire, là, interdit bancaire, ainsi de suite. Voilà, il y a des conséquences. Au début, les gens essayent de vous aider, et au bout d'un moment, ils finissent par péter les plombs. Et vous n'imaginez pas l'impact et la violence que ça peut avoir pour les personnes qui vous entourent, qui entourent quelqu'un qui est dans la dépendance et qui est addict. Quand je parlais du besoin, à la base, et pendant au moins minimum les 15 premières années de notre vie, on n'a pas besoin d'aller au PMU. On ne sait même pas ce que c'est le PMU. Sauf si un parent y va et on découvre. On n'a pas besoin d'alcool. On n'a pas besoin de drogue. On n'a pas besoin de consommation de médicaments, d'opiacés et autres. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de bouffer à outrance. On n'a pas besoin, et puis les parents sont là pour dire « Ah, mange pas trop, mange pas trop, mange pas trop », et ainsi de suite. La nourriture, tiens d'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, la nourriture, effectivement, est un objet d'addiction. À part entière, qu'on a sous la main. Et c'est complètement légal. Vous avez le droit de manger 3 kilos de pommes. Donc, tout ça est de l'ordre de ce qui ne s'impose pas. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin d'autant. On n'a pas besoin de jouer aux jeux vidéo quand on est petit à outrance pendant des heures, et ainsi de suite, non. Il y a des interactions, il y a la créativité, il y a la relation aux parents, il y a le jeu avec l'autre, voilà. Tout ça sont des choses qui ne s'imposent pas à l'être humain, à la base. Et ensuite, ça finit par s'imposer. Donc, ce qui ne s'impose pas à la base, ce qui s'impose à la base, les besoins. Et puis ensuite, effectivement, ce qui ne s'impose pas est du côté du désir, mais le désir qui est trop prégnant et qui devient incontournable, finit par s'inscrire du côté du besoin. On en a parlé tout à l'heure. Bien développer ça. L'erreur bien souvent que les personnes font, et notamment par exemple les diététiciens et les nutritionnistes sont très habiles maintenant, les causes psychologiques ne leur échappent pas, j'ai envie de dire tant mieux. On ne demande plus aux gens d'être dans la cessation totale de la consommation d'une substance particulière. Quand je parle des nutritionnistes et des diététiciens, je parle du chocolat, un petit peu de graisse, ainsi de suite, ces petites choses-là, voilà, des petites choses qui font plaisir, parce qu'on s'est rendu compte que la privation de l'objet, de la substance, faisait que les personnes y pensaient, et au bout d'un moment, ils pètent les plombs, façon de parler bien évidemment, logiquement, je dirais, ils pètent les plombs, et ils descendent 2 tablettes de chocolat. Voilà. Voilà. Donc, vous avez le droit à 2 carrés de chocolat, au pire une petite barre, normalement c'est 2 carrés, on est bien d'accord, voilà. Et ça c'est bien, c'est fin. Il n'y a pas la même frustration, puisqu'il y en a un petit peu. Voilà, ça c'est l'idéal. Alors après, compte tenu de certaines substances, effectivement, il vaut peut-être mieux viser la cessation définitive. Mais le grand risque d'une cessation sans sevrage, finalement, peut précipiter la récidive. C'est le grand risque. Et même pire, une défonce plus élaborée que la précédente. C'est le risque. Donc c'est vraiment quelque chose, une clinique qui doit s'installer petit à petit, et indépendamment du rapport à la substance, à l'activité ou à la personne, effectivement, il doit y avoir un travail de fond, un travail thérapeutique qui permet d'arriver à comprendre, à exprimer d'ailleurs les choses, parce que bien souvent l'addict, il est enfermé dans son addiction, il est enfermé dans son rapport à l'objet de consistance, l'objet, la substance en elle-même, et il n'en dit point mot. Il ne dit pas de mots, il n'utilise pas de mots, il est enfermé avec ça. Eh bien, offrons-lui la possibilité de s'exprimer. Déjà, le rapport à l'objet peut être fondamentalement différent. On ne peut se comprendre qu'à partir du moment où on s'exprime. Penser, c'est une chose, mais une pensée, ça tourne en boucle. Et nos oreilles ne servent à rien par rapport à une pensée. Je voudrais quand même vous le rappeler. Notre voix, à quoi elle sert? Alors, on est des êtres de pensée, point barre, c'est tout. Non, nous sommes des êtres de parole. Pas pour parler de la pluie, du beau temps, pour parler de soi. Quand vous discutez, dialoguez avec le praticien dans un cabinet thérapeutique, vous vous entendez dire les choses. Pas dans un bar PMU, ou ailleurs, ou sur un terrain de foot, ou sur un terrain hippique. Non, dans un lieu thérapeutique. Et les mots que vous entendez de vous-même, prononcés par vous-même, prennent un écho et un impact différents. Et ils sont structurants. Plus structurants. On s'entend dire les choses. Mais si on ne dit pas les choses, comment on pourrait s'entendre dire les choses? C'est le processus de la thérapie. La logique affective, tout à l'heure on l'a dit, c'est pas parce que quelqu'un est jaloux et possessif, dépendant affectif, que forcément il va changer de partenaire, il va changer lui-même, pas du tout. La mécanique va rester. Et même s'il s'en plaint, et même s'il dit j'ai peur, je vais faire attention à ça, ça risque de se répéter. C'est très puissant.
parce que le rapport à l'autre sera toujours le même, puisque sa problématique sera toujours la même. Après, la notion de l'être humain, c'est de s'attacher à l'autre, comme je l'ai dit, quand il retombe amoureux de quelqu'un, amoureux, hein, pas un petit coup de cœur, hein, amoureux, effectivement, ce lien à la dépendance de l'autre se met en place. Ou une angoisse, ou une peur que ça ne fonctionne pas, ou ainsi de suite, quelques troubles existentiels, des troubles de confiance, je ne vais pas y arriver, ce mec-là je l'aurai pas, je ne vais pas le garder, cette nana je l'aurai pas, je ne vais pas la garder, ainsi de suite. Tout ça est intéressant. De toute manière, la dépendance affective, pour conclure, c'est dit et raconté comme de l'amour, c'est le lien à l'autre, mais c'est une forme d'amour. Mais je suis pas sûr que ça soit de l'amour avec un grand A. C'est quoi d'ailleurs la définition de l'amour avec un grand A? C'est surtout tenter, par la présence de l'autre, de rassurer ses propres peurs. La dépendance affective, c'est plus une relation de peur et d'amenuire ses peurs qu'une relation d'amour à la personne. On peut croire qu'on aime, on peut aimer, on peut supporter des choses insupportables, on peut s'asseoir sur soi-même et se laisser complètement voler dans les plumes par l'autre. Et vous pensez bien que d'ailleurs, si vous êtes face à quelqu'un de pas très bien intentionné, imaginez comment la personne, les fameux personnalités narcissiques, un trouble de personnalité, les personnalités narcissiques, eh bien effectivement peuvent allègrement abuser de votre fragilité à être une personnalité dépendante. Là est le souci. Donc c'est plus une relation de peur, instaurée par la peur, qu'une relation d'amour. Il y a de l'amour, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas que de l'amour. C'est amour plus la peur d'être abandonné, la peur du vide, la peur du manque. C'est pas la même chose, quelque chose s'ajoute, et pas une petite chose. Hein. La peur du manque, la peur d'être abandonné et la peur du vide, c'est pas des petits trucs. Hein. Donc ça plus l'amour, ça fait un package, hein, voilà, qui n'a pas la même teneur que quelqu'un qui est simplement dans une relation d'amour, c'est-à-dire dénué de ces affects-là. Mais il y a toujours une dépendance en amour. Toujours. Voilà pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, dans cette société, savamment, consciemment ou inconsciemment, beaucoup de gens, effectivement, ont des relations les uns avec les autres, quelles qu'elles soient, mais on se débrouille pour ne pas être trop dans l'émotionnel, pas être trop dans l'amour, tu comprends, hein? Je veux ma liberté avant tout. Je ne dis pas que l'amour est l'antithèse de la liberté, mais elle réfrène déjà un petit peu la liberté, une forme de liberté. Alors, pour conclure, on revoit souvent les personnes qui sont addictes et dans la dépendance à « bon allez, hein, sois fort, allez, sois motivé, allez, c'est dans la tête, c'est dans ta tête ». Ouais, bah c'est pas si simple que ça. C'est bien en partie dans la tête, mais à partir du moment où on est du côté du besoin, ça vient aussi dans le corps. Parce qu'il y a des effets. Quand vous avez une activité, il y a des effets, il y a des émotions. Quand vous consommez une substance, il y a des effets. Il y a même une dépendance, on est bien d'accord, au sens neurologique, au sens physiologique, il y a des effets. Dire à quelqu'un, vas-y, c'est dans ta tête, sois fort, tu vas y arriver, ça peut pas être aussi simple que ça. C'est psychophysiologique. Extrêmement complexe la clinique de l'addict. Apprendre à gérer sa dépendance, c'est une belle prétention, c'est une belle ambition, comme je le dis souvent. C'est bien les belles ambitions. Il faut que l'être humain se nourrisse de belles ambitions, au sens pluriel du terme. Plutôt que d'évaluer l'utilité de la motivation, de la volonté, il faut questionner cette motivation et cette volonté. Ok, t'as envie de gérer, ok, t'as envie d'arrêter, libre à chacun. La gestion, c'est pas mal, la cessation, l'abstinence totale, si les personnes sont capables de pouvoir le faire, ok banco, c'est propre à chacun, c'est plus difficile mais c'est propre à chacun, et après tout, quand il y a de telles consommations ou surconsommations, effectivement il vaut mieux envisager peut-être l'abstinence, il y a des aides, hein, il y a des médicaments qui peuvent exister aussi, qui peuvent aider. Il faut surtout questionner le désir de cette volonté. Pourquoi je veux arrêter? Il faut qu'il y ait une raison. Ça peut être sa santé, ça peut être mettre fin à tous les troubles relationnels que ça génère, ça peut être envie de garder tous les boulots et de ne plus se faire virer à chaque fois à cause d'une consommation, ça peut être d'en avoir ras-le-bol d'être appelé par le banquier, d'être interdit bancaire, ça peut être en avoir ras-le-bol d'avoir des complications relationnelles dans le couple, le faire pour ses enfants, le faire pour vous-même, pour votre santé, un sens du défi, pour vous prouver des choses à vous-même, c'est surtout à soi qu'on a des choses à prouver, accessoirement aux autres. Voilà. Il faut que ça ait du sens, ça. Il n'y a pas de volonté sans sens, c'est pas possible. Ça va pas tenir, ça risque de pas tenir. C'est le problème. Il faut être au courant de pourquoi je le fais. Et il faut que ça, cette explication, finalement, l'explication du désir, de la volonté, il faut que ça soit quelque chose de sérieux, rigoureux, cohérent, fiable, incontournable finalement. Il faut presque le créer comme
d'une forme de besoin substitutif qui viendrait effectivement contrarier le premier besoin, qui est le besoin de l'objet d'addiction. Vous voyez, toute une mécanique mentale, elle est capitale. Mais s'il n'y a pas effectivement un intérêt réel, parce que c'est bien beau de dire ouais, ok, je vais faire attention à ma santé. Il y a plein de gens qui se font un mal pas possible avec des consommations, quelles qu'elles soient, ils savent que c'est pas bon pour eux, ils le font quand même. Parce que la santé, ça ne suffit pas, le rapport à sa santé, ça ne suffit pas. D'abord, quel est le problème que je rencontre, quel est mon vide, mon manque, mon absence, quels sont les traumatismes que je porte, où est-ce que je pourrais aller en parler, puisqu'après tout, je suis un être de parole, et puis surtout, si vraiment je dois commencer à essayer de gérer mon addiction, mon trouble, il me faut effectivement un fil conducteur qui pourrait être représenté par une personne, la reconquête de quelqu'un, ne pas perdre sa femme, ne pas perdre l'amour de ses parents, ne pas perdre l'amour de je ne sais qui, je ne sais quoi, de ses enfants, vouloir œuvrer pour ses enfants, vouloir œuvrer pour soi-même, se lancer des défis, et ainsi de suite. Voilà, si ça ne repose pas sur quelque chose de fort et de fiable, il y a de fortes chances que ça soit extrêmement compliqué. Cette vidéo risque d'être très longue, j'en ferai d'autres, on y reviendra. Très difficile de prendre beaucoup de distance avec la clinique de l'addiction, tant on n'a peut-être jamais autant été dans une société aussi addicte. Les relations humaines et les consommations sur les applis de rencontres pourraient effectivement venir raconter un petit quelque chose du côté de l'addiction, non pas à un objet précis, mais à une activité, à un butinage, avec effectivement ça tourne, on fait tourner, et puis on voit ce qui se présente, et puis comme aucun objet n'est réellement devenu satisfaisant pour l'être humain aujourd'hui, eh bien tu comprends, je continue de butiner. Alors voilà, comme si vous tourniez sur des planètes, il n'y en a jamais vraiment une qui est confortable, bon bah tu comprends, je reprends mon vaisseau spatial, et puis je me barre sur la planète d'après, on verra bien, ça devrait être plus sympa. L'herbe est plus verte ailleurs, comme dira l'expression, je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'herbe sur toutes les planètes. Je crois même que, je crois qu'il y a sur Terre, qu'il y a vraiment de l'herbe, mais tout ça reste à vérifier. Prenez tous un immensissime soin de vous, vidéo absolument passionnante, on reviendra sur cette clinique de l'addiction. Capitale. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Prenez tous grand soin de vous.